Moselle Actuelle. Il est temps pour nous d'accueillir Jacques Ostler pour sa chronique Parlons d'Europe. Jacques, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors, ce soir, vous aviez envie de nous parler des institutions. Très souvent, nous, citoyens européens, on ne sait pas très bien ce que sont ces institutions. Il faut les apprivoiser. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la méthode communautaire, ou dites encore méthode Jean Monnet. Cette méthode constitue l'originalité fondamentale et distinctive de l'Union européenne. 4 points importants que vous allez traiter dans cette chronique, Jacques Ostler. Ce que n'est pas cette méthode, ce qu'elle est, ce qu'elle devient et ce qu'elle doit devenir, c'est cela ? C'est ça, Jean-Louis. Et comme vous l'avez remarqué, les 3 mousquetaires sont 4, parce qu'il y a 4 parties. Alors commençons, si vous le voulez bien, par ce qu'elle n'est pas. Alors, ce qu'elle n'est pas. L'Union européenne n'est pas un État fédéral, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Allemagne ou bien la Suisse. Elle n'est pas non plus un État fédéral, comme le souhaiteraient Guy Verhofstadt ou Daniel Cohn-Bendit, ou encore l'Union européenne des fédéralistes. Alors, ce n'est pas un État fédéral avec une capacité de décision rapide et démocratique, grâce notamment à un exécutif unique, le président aux États-Unis, la chancelière en Allemagne, plus un gouvernement, c'est-à-dire un chef, plus une équipe cohérente. Sauf en France, mais peut-être que la France n'est pas un État fédéral. Donc il faut aussi un législatif, composé de 2 chambres, un parlement qui comprend le Bundestag, qui représente les citoyens en Allemagne, une chambre haute, le Bundesrat, qui représente les Länder, c'est-à-dire les États, et le tout avec une capacité de décision à la majorité. Dans leur fantasme, les fédéralistes transformeraient bien, par un coup de constitution magique, le Parlement européen en Bundestag, c'est-à-dire le représentant du peuple, et le Conseil européen en Bundesrat, c'est-à-dire le représentant des États. Et dans un État fédéral, les champs d'action sont clairs pour les États et pour l'État fédéral. Les compétences sont maintenues dans les États et des compétences sont déléguées à l'État fédéral. En général, ce sont les fonctions régaliennes, c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense, les finances c'est budget plus impôts, et la monnaie. À l'opposé, aujourd'hui, dans l'Union européenne, ces compétences régaliennes sont conservées au niveau des États nationaux, sauf la monnaie. Et ce n'est ainsi puisqu'on a commencé la construction de l'Europe par l'économie et le marché commun. De Gaulle aurait dit on a commencé par l'intendance. Donc en quelque sorte, l'Union européenne, c'est un État fédéral à l'envers, où les fonctions régaliennes sont conservées dans les États. Mais ce n'est pas non plus une simple organisation internationale au fonctionnement intergouvernemental, comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce ou bien l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Alors c'est quoi la méthode intergouvernementale ? Eh bien, c'est une méthode diplomatique, c'est-à-dire qu'elle est réservée aux diplomates qui confrontent d'une façon multipolaire les intérêts nationaux sous-tendus par la puissance des États. C'est-à-dire qu'ils mettent leur puissance dans la balance de négociation. Et la légitimité de cette méthode, c'est que les dirigeants nationaux et les diplomates qu'ils ont nommés ont été désignés pour défendre l'intérêt national. Encore que dans la durée, l'intérêt national est compatible avec l'intérêt européen. Mais il faut être un homme d'État pour discerner ça à long terme. Le principe de décision dans l'intergouvernemental, c'est l'unanimité pour préserver la souveraineté de chaque État. Alors bien sûr, ça confère un droit de veto paralysant. C'est là qu'on voit qu'un principe de décision à la majorité permet de décider. L'Europe n'est ni l'un ni l'autre, ni un État fédéral ni une simple organisation internationale. C'est un être hybride, sui generis, comme on dit, sans pareil dans le temps ni dans l'espace. Ne faisons pas de conservatisme intellectuel des juristes qui en restent à la fédération ou à la confédération. Il faut là aussi être capable d'innover. Alors justement, Jacques Ostler, on vient de voir ce qu'elle n'est pas. Est-ce qu'on peut voir ce qu'elle est ? À l'apogée, Jean-Louis. À l'apogée de cette méthode, ce fut la supranationalité de la haute autorité de la CECA, Communauté européenne pour le charbon et l'acier. Cette haute autorité avec beaucoup de pouvoir, elle définissait l'intérêt commun dans la durée, éclairée par une vision du long terme souhaitable et possible. Elle décidait, elle exécutait,
et elle était contrôlée par une assemblée parlementaire non directement élue à l'époque, simplement nommée, et par une cour de justice qui devait faire respecter les traités fondamentaux. Alors ensuite est apparue en 1957 la Commission européenne. La Commission européenne, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ne décide pas des directives. Alors les directives, ce sont les lois européennes, mais elle détient le monopole de l'inspiration via le monopole de l'initiative parlementaire. Elle est seule à proposer les nouvelles lois et accepter les amendements. Elle participe donc d'une souveraineté partagée, exercée en commun par les représentants des États dans le Conseil des ministres et par les représentants des citoyens européens dans le Parlement européen. Alors plutôt qu'une négociation de face à face, intérêt contre intérêt, illustrée trop longtemps par Mme Thatcher, « I want my money back », et voulait récupérer sa mise, la Commission européenne rassemble des acteurs, alors d'origine nationale certes, mais côte à côte, face à des problèmes communs, pour élaborer des solutions bénéfiques pour tous. C'est une méthode gagnant-gagnant. Dans l'Union européenne, le communautaire et l'intergouvernemental cohabitent, mais dans des champs de compétences différents définis par le traité de Lisbonne. Et même dans le domaine communautaire, ce n'est pas la Commission européenne qui légifère. Ce sont, sur proposition de la Commission européenne, le Conseil des ministres, plus les députés européens, ensemble. Alors on en sait un petit peu plus sur ce qu'est cette Europe et ses modes de fonctionnement. Alors Jacques, on peut s'interroger à savoir ce qu'elle devient, cette communauté européenne. Oui, Jean-Louis, et elle connaît une évolution paradoxale. Alors pourquoi paradoxale? Parce que le champ d'application de la méthode communautaire s'étend de traité en traité, Amsterdam, Nice, etc. Mais la pratique, en fait, la restreint. Elle va en sens inverse. Alors pourquoi? Eh bien, c'est l'effet de la crise. Parce que lors de la crise, il a fallu improviser dans l'urgence, face à des dangers extrêmes, des solutions qui engageaient financièrement, d'une façon importante, les États nationaux. En conséquence, les dirigeants de ces grandes puissances sont montés en première ligne. Et d'autre part, il a fallu improviser des solutions au-delà de l'Union européenne. Par exemple, le pacte budgétaire est un traité en dehors de cette union. La deuxième raison principale, c'est l'effacement de la Commission européenne. Effacement depuis que Jacques Santer, président de la Commission, a dû démissionner avec sa commission pour prévenir un risque de censure par le Parlement européen. Amenuisement du fait du choix du président, eh bien, on n'a plus retrouvé de président ayant la dimension de Jacques Delors. On pourrait penser que ces nominations sont peut-être faites volontairement par le Conseil européen pour éviter d'avoir des contre-pouvoirs en face d'eux. D'autre part, il y a eu moins de soutien du président de la Commission par rapport au soutien dont a bénéficié Jacques Delors de la part de Kohl et de Mitterrand. Autre raison, c'est le libéralisme de la Commission qui finalement est peu interventionniste. Et dernier point, vous rappelez l'interrogation de Kissinger, l'Europe quel numéro de téléphone? Eh bien aujourd'hui il y a pléthore de numéros de téléphone, il y a celui de Van Rompuy, de Barroso, de Catherine Ashton, et puis on a vu au prix Nobel un nouveau président invité, Martin Schulz, président du Parlement européen. Donc l'évolution, le risque, c'est une évolution vers un simple secrétariat technique, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Mais alors, que devrait-elle devenir? Mon point de vue, puisque c'est un point de vue personnel, c'est d'arrêter l'effacement de la méthode communautaire face au développement de l'intergouvernemental unanimiste et bien souvent paralysant. Il faudrait réhabiliter cette méthode, il faudrait la restaurer, il faudrait la renforcer. Et pour ce faire, il faut relancer l'intégration européenne par la méthode des petits pas, à traité constant, car les opinions publiques n'accepteraient pas un grand bond en avant. Il faut démontrer préalablement par des politiques européennes efficaces dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, domaine social, que l'Union demeure la seule solution pour sortir de la crise et pour relever les défis de demain et protéger et améliorer le sort de chacun. Les élections au Parlement européen en mai 2014 en sont l'opportunité. Donc, mesdames et messieurs, surtout pas d'abstention. Nous, les citoyens européens, nous devons tous participer.
Jacques, merci pour cette chronique Parlons d'Europe. Je vous laisse terminer d'ailleurs en signalant que quasiment l'ensemble de ces chroniques sont à réécouter sur un site dédié. Effectivement, toutes les chroniques sont maintenant accessibles sur le site du Mouvement européen Lorraine, alors à l'adresse suivante, mouvement en minuscule, c'est 6 sur l'ordinateur, européen-lorraine.fr. Merci Jacques. Au revoir Jean-Louis.